Maintenant, si on regarde l'articulation atlanto-axiale latérale, donc ça va être l'articulation plane de chaque côté entre la facette inférieure sous la masse latérale de l'atlas, puis la facette supérieure de la masse latérale de l'axis. Donc, elle permet le glissement antérieur et postérieur, ce qui permet la rotation de l'atlas sur l'axis. Capsulus encore, rotation de la tête, le nom. Puis, ce qui nous reste aussi, c'est l'articulation atlanto-axiale médiane. Donc, c'est le pivot entre la dens et l'arc antérieur de l'atlas. Donc, durant les mouvements de rotation de l'atlas et l'axis, la dens va être tenue fermement contre l'atlas par la bande transverse du ligament cruciforme, parce que sinon, c'est la moelle épinière qui passe en avant. On veut pas avoir le dens qui pousse là-dedans. Maintenant, on va avoir aussi des ligaments qui vont être associés à cette région-là, qui est très, très, très importante, là, la région crânio-vertébrale, parce qu'il peut y avoir beaucoup de problématiques dans cette région-là. Donc, on va avoir la membrane atlanto-occipitale antérieure. Donc, ça va être la continuité du ligament longitudinal antérieur. Ça va attacher au bord antérieur du foramen magnum, donc le gros foramen où est-ce que la moelle épinière va rentrer pour aller dans le cerveau. Ensuite, on va avoir la membrane atlanto-occipitale postérieure, en ligne avec le ligament jaune. Donc, si on le voit ici sur l'image en bas, là, donc, elle va être ici. Puis, on va aussi la membrane atlanto-axiale antérieure et postérieure, qui va être aussi en ligne avec le ligament jaune. On va aussi retrouver le ligament cruciforme. Donc, ça va être le fort ligament transverse de l'atlas qui va aller de la masse latérale de l'atlas d'un côté, en postérieur de la dens de l'axis, à la masse latérale opposée de l'atlas. Ça va faire comme un attelle autour de la dens. Donc, ça va la garder en place durant la rotation de la tête de l'atlas sur l'axis. Si ça brise, la dens peut tomber en postérieur, compresser la moelle épinière, donc ça cause la mort ou quadraplégie. On veut pas ça. On va aussi retrouver une faible bande longitudinale supérieure qui va en supérieur du ligament transverse au bord antérieur du foramen magnum, puis une faible bande longitudinale inférieure qui va aller en inférieur du ligament transverse au corps de l'axe. Donc, ça ressemble à ça. Pour ça, cruciforme, parce que ça fait comme une croix. Donc, on a le transverse qui est super fort. On a la bande ascendante et la bande descendante qui vont couvrir la dens. Ensuite, on a quelques autres ligaments qui vont être aussi associés à la région crânio-vertébrale. Donc, on a le ligament alaire. Donc, ça va venir de chaque côté de la dens aux marges latérales du foramen magnum. C'est comme des cordes courtes et rondes. Puis, ça va prévenir la rotation de la tête. Donc, une rupture va permettre plus de 30% de rotation supplémentaire au côté opposé. On a aussi le ligament apical. Donc, ils vont partir du bout de la dens à la limite antérieure du foramen magnum. Et la membrane pectorale, qui va être la continuité supérieure du ligament longitudinal postérieur. Donc, il va couvrir le ligament cruciforme, puis il va venir attacher à la limite antérieure du foramen magnum. Donc, on les voit ici. Donc, la membrane pectorale serait ici. Ensuite, on a le ligament cruciforme, en mauve, ligament alaire. Ligament apical, on peut le voir ici, qui est coupé, là, qui serait par-dessus la dens. Puis je vous dirais, là, c'est pas mal ça qu'on veut voir, là. Donc, mouvement de la colonne. Donc, à l'articulation crânio-vertébrale, il y a quand même considérablement de mouvement vu la présence d'articulation synoviale. Donc, à l'atlanto-occipitale, on a de la flexion-extension. À l'atlanto-axiale, on a de la rotation. En dessous de ça, dans le cervical, c'est encore là considérable vu la présence des disques intervertébraux qui sont épais par rapport à la grosseur des corps vertébraux qui sont tout petits. On va avoir des facettes inférieures des articulations diapophysaires en antéro-inférieur. Ça va permettre la flexion, extension et la rotation. Donc, on s'entend, vu que c'est comme ça va nous permettre le glissement antérieur-postérieur, donc flexion-extension, la rotation, mais la flexion latérale va être plus limitée un peu, là, quand même. Donc, ici, on peut voir une représentation de nos facettes. Ici, c'est cervical en haut, là, fait que pas celui qui est en bas. Pour ce qui est de la région dorsale, on va avoir du mouvement minimal dû à la minceur des disques intervertébraux puis la restriction qui va être créée par la cage thoracique qui s'attache à nos vertèbres. La facette inférieure de l'articulation diapophysaire va être antérieure. Fait que ça va, on s'entend là, antérieure comme ça, ce qui va permettre beaucoup
de rotation, mais très peu de flexion-extension, puis de flexion latérale. Tu sais, c'est comme ça va être pris un peu, là. Puis, en lombaire, le mouvement va être aussi considérable de l'épaisseur des disques intervertébraux. La facette inférieure de l'articulation zygapophysaire va être latérale. La facette supérieure va être médiale. Ça va permettre flexion, extension, flexion latérale, mais presque aucune rotation. Puis c'est souvent pour ça aussi qu'on se blesse en rotation dans le bas du dos. Si les gens vont lever quelque chose en tournant, c'est pas un mouvement que l'articulation permet de beaucoup. Donc ici on peut voir les facettes. Donc la différente direction dépendamment de la région. Là, donc cervicale qui est comme ça ici. On a le thoracique qui est vraiment comme ça, puis le lombaire qui est en médial latéral. Donc maintenant, on va passer sur les articulations. On va aller voir tout ce qui est la musculature. Donc, on va commencer avec la musculature intrinsèque. Donc, pour ce qui est de la couche profonde, on va avoir des muscles segmentaux. Donc, on va trouver les interépineux. Donc, ceux-là vont originer au processus épineux de la vertèbre jusqu'au processus épineux de la vertèbre sous-jacente. Puis ça va être innervé par le rameau dorsal du nerf spinal correspondant. Ça va permettre l'extension du rachis. Ensuite, on va avoir les intertransversaires. Donc, ça va partir du processus transverse de la vertèbre au processus transverse de la vertèbre sous-jacente. Encore là, innervé par le nerf dorsal spinal correspondant. Puis ça va permettre la flexion latérale du rachis. Donc, on va voir ici interépineux, puis on a les intertransversaires ici. Ensuite, on va avoir les suboccipitaux, donc qui restent dans la couche profonde. Donc, on va avoir suboccipitaux, on s'entend dans le coin de l'occiput, donc il n'y en aura pas partout. Donc, on va avoir le droit postérieur majeur qui va partir de l'épine de C2, qui va aller jusqu'au crâne, qui va être innervé par le rameau dorsal de C1, puis va permettre l'extension de la tête. Puis on va avoir le droit postérieur mineur, qui va partir au tubercule postérieur de C1, puis va aller jusqu'au crâne, va être innervé par le rameau dorsal de C1, puis va créer de l'extension de la tête aussi. On va avoir ensuite l'oblique inférieur, puis c'est ça, l'oblique inférieur, pardon. Donc, ça va originer à l'épine de C2, ça va s'en aller jusqu'au processus transverse de C1, puis ça va s'en aller jusqu'au processus transverse de C1, comme je viens de dire. Innervé par le rameau dorsal de C1, ça va faire de l'extension de la tête et de la rotation ipsilatérale. On a ensuite la représentation ici. Donc, oblique sup, oblique inf, droit majeur ici, puis droit mineur ici. Ensuite, on a les muscles transversaires épineux qui sont plus superficiels. Donc, on a les rotatores et les multifiles. Donc, les rotateurs vont originer au processus transverse de la vertèbre, puis ça va s'en aller au processus épineux de la vertèbre situé un ou deux segments sous-jacents. Innervé par le rameau dorsal du nerf spinal correspondant, ça va faire de l'extension de la colonne vertébrale et de la rotation du côté opposé. Tandis que les multifides, eux, vont partir au processus transverse de la vertèbre aussi, mais va s'en aller au processus épineux de la vertèbre 2 à 4 segments sous-jacents, donc un petit peu plus loin. Puis, ça va être innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux correspondants. On va faire la même chose en termes d'action. Donc, ici, on peut les voir, les rotateurs, donc 1 à 2 segments, puis les multifides qui vont aller 2 à 4 segments, donc ça peut être encore plus, là. Ensuite, en plus superficiel, on a le semi-épineux du cou. Donc, lui va partir au niveau des processus transverses des vertèbres cervicales basses, puis va venir s'insérer au crâne, innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux cervicaux, puis ça va faire de l'extension de la tête. Ensuite, on a l'iliocostal, donc son origine va être sur le tendon large de la crête iliaque, surface postérieure du sacrum, épine des vertèbres lombaires et sacrées, va venir s'insérer à l'angle costal de toutes les côtes. Là. Puis, ça va être innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux appropriés. Puis, ça va créer de l'extension de la colonne vertébrale, la flexion latérale aussi. Ensuite, on a le longissimus, donc c'est le plus long.
Son tendon va venir, en fait, il va originer au tendon large de la crête iliaque, la surface postérieure du sacrum, épine des vertèbres lombaires et sacrées. Son incision va être sur les processus transverses des vertèbres dorsales, cervicales et du crâne. Donc, il va être innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux appropriés. Puis, ça va créer de l'extension de la colonne vertébrale et de la flexion latérale aussi. Dans la couche intermédiaire, on va retrouver les spinalis. Donc, eux vont venir originer au processus épineux des vertèbres lombaires et dorsales. Ça va venir s'insérer sur le processus transverse des vertèbres à quelques segments sous-jacents. Donc, ça peut être 2, ça peut être 4, ça dépend. Puis, ça va être innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux. Ça va créer de l'extension de la colonne vertébrale. Donc, on peut les voir ici, là. Donc, ça va descendre comme ça ici. Ensuite, on va retrouver splénius de la tête, splénius du cou. Donc, splénius de la tête qui va être en origine au processus épineux des vertèbres C7 et D4, et le ligament nuqué. Insertion au crâne va être innervé par le rameau dorsal des nerfs spinaux, puis va faire de l'extension de la tête, de la flexion latérale ipsilatérale, donc du même côté, et de la rotation ipsilatérale de la tête. Pour ce qui est du splénius du cou, va commencer au processus épineux des vertèbres C6 à D6 et du ligament nuqué, puis va s'insérer sur les processus transverses des vertèbres C1 à C4. Donc, innervé par la même chose, va faire exactement les mêmes actions. Puis on les voit ici. Donc, on a celui de la tête qui est à droite et celui du cou qui est un petit peu plus bas, à gauche. Maintenant, si on tombe dans ce qui est thorax, on a aussi des muscles dans cette région-là. Donc, on a pour commencer le diaphragme. Donc, le diaphragme va originer au processus xiphoïde, les 6 derniers cartilages costaux, puis les vertèbres L1 à L3 et le ligament arqué qu'on voit dans la première image ici. Donc, c'est l'espèce de ligament qui part d'ici, puis de la vertèbre, qui fait comme une espèce de loupe. Son insertion va être dans le centre tendineux, donc on le voit, le centre tendineux qui est ici, innervé par le nerf phrénique, puis ça va tirer sur le centre tendineux vers le bas et l'avant durant l'inspiration. Donc, ça va créer de la place dans la cage thoracique pour l'air dans les poumons. Ensuite, on a le dentelé postéro-inférieur. On a déjà vu le dentelé antérieur. Donc, le dentelé postéro-inférieur va originer au processus épineux des vertèbres D11 à L2. Va venir s'insérer sur le bord inférieur des côtes 9 à 12. Innervé par les nerfs thoraciques inférieurs, puis ça va abaisser les côtes. Ensuite, on a le dentelé postéro-supérieur, donc va originer au ligament nuqué, processus épineux des vertèbres C7 à D3, va aller jusqu'au bord supérieur des côtes 2 à 4, va être innervé par les nerfs thoraciques inférieurs, puis va élever les côtes. Ensuite, on va trouver l'élévateur des côtes. Donc, ça va être des muscles qui vont venir originer au processus transverse des vertèbres C7, D1 à D11. Puis, ça va s'insérer au côté sous-jacent à l'insertion d'origine, donc entre le tubercule et l'angle costal. Donc, le tubercule, on se souvient, il est dans cette région-ci, l'angle costal juste après, là. Donc, ça va être innervé par les derniers nerfs thoraciques, puis ça va élever les côtes, encore là. On va retrouver aussi les intercostaux externes. Donc, les intercostaux externes vont commencer au bord inférieur des côtes, puis vont s'en aller s'insérer au bord supérieur de la côte sous-jacente, en oblique vers le sternum. Donc, si moi je prends mes côtes qui sont ici, les obliques externes vont aller comme ça. Ça va être innervé par les nerfs intercostaux, puis ça va stabiliser les espaces intercostaux lors de l'inspiration et l'expiration. Puis ça va élever les côtes lors de l'inspiration. On a ensuite l'intercostal intime. Donc, lui va s'insérer au bord inférieur des côtes aussi. Par contre, il va aller au bord supérieur de la côte sous-jacente. Fait que, dans le fond, l'intime, là, il va aller comme ça ici, mais vers le haut. Innervé par les nerfs intercostaux, il va élever les côtes. Puis, pour ce qui est de l'intercostal interne, donc ça va être l'image à droite sur cette illustration-là. Donc, ça va être la même chose que les externes pour l'origine, mais par contre, ça va venir s'insérer sur le cartilage costal et les extrémités du sillon costal de la côte sous-jacente. Donc, ça va, à la place d'aller comme ça, comme l'externe, ça va aller
comme ça ici. Ça va être innervé par les nerfs intercostaux. Ça va opposer le mouvement vers l'intérieur ou l'extérieur des espaces intercostaux lors de la respiration. Puis ça va abaisser les côtes à l'expiration forcée. Ensuite, on a les subcostaux. Donc, ça va être à l'intérieur de la cage thoracique. Donc, l'origine, ça va être la face interne des dernières côtes proches de l'angle. Puis, ça va s'insérer au bord supérieur de la deuxième ou troisième côte sous-jacente. Donc, ça peut descendre quand même assez loin. Ça va être innervé par les nerfs intercostaux, puis ça va abaisser les côtes. Ensuite, on a le transverse du thorax. Donc, son origine va être à la face interne des cartilages costaux 2 à 6. Ça va s'insérer à la face postérieure de la partie intérieure du sternum, donc c'est encore à l'intérieur. On les voit très, très bien sur cette image-ci. Innervé par les nerfs intercostaux, puis ça va abaisser les côtes et les cartilages costaux. Ensuite, le carré des lombes. Super, super, super important pour le dos. C'est souvent quelque chose qui est problématique. Donc ici, vu que c'est une image qui était probablement dans une chose anglophone, QL pour Quadratus lumborum, mais c'est le carré des lombes en français. Donc, son origine, ça va être sur la moitié médiale du bord inférieur de la 12e côte, le sommet des processus transverses des lombaires. Il va s'insérer sur la lèvre interne de la crête iliaque. Innervé par le nerf thoracique 12, L1 et L4. Puis, son action, ça va être l'extension et la flexion latérale de la colonne vertébrale. Puis, ça va fixer la 12e côte lors de l'expiration. Ensuite, ce qui nous reste, c'est l'abdomen. Donc, on tombe vraiment dans ce qui est les abdominaux. Donc, au niveau de l'abdomen, pour commencer, on a le droit de l'abdomen. Donc, c'est la palette de chocolat. C'est les abdos qu'on connaît. Donc, l'origine va être sur la symphyse pubienne et la crête pubienne. Ça va venir s'insérer sur le processus xiphoïde du sternum, puis les cartilages costaux 5 à 7. Innervé par les nerfs intercostaux, puis ça va permettre la flexion du tronc, puis ça va comprimer les viscères aussi. Ensuite, on va retrouver les obliques externes. Donc, l'origine va être sur la face externe des côtes 5 à 12. Ça va venir s'insérer sur la ligne blanche. Donc, c'est entre les grands droits. Donc, on voit, tu sais, un peu la diastase chez les femmes enceintes, des choses comme ça. On le voit sur l'image ici. Donc, vraiment, la ligne qu'il y a entre la palette de chocolat, là. Puis, c'est ça. Donc, la ligne blanche, c'est une des insertions. Le tubercule pubien, la moitié antérieure de la crête iliaque. Puis, ça va être innervé par les nerfs intercostaux. Puis, ça va comprimer et soutenir les viscères. Ça va faire de la flexion et de la rotation du tronc aussi. Pour ce qui est de l'oblique interne, ça va originer au fascia thoracolombaire, 2/3 antérieur de la crête iliaque, puis la moitié latérale du ligament inguinal. Puis ça va venir s'insérer au bord inférieur des côtes 10 et 12, la ligne blanche, puis le pubis. Ça va être innervé par les nerfs intercostaux et L1. Ça va comprimer, soutenir les viscères, flexion et rotation du tronc aussi comme l'externe. Puis ensuite, ce qui nous reste, c'est le transverse de l'abdomen. Donc, ça, c'est une partie qui fait énormément parler pour tout ce qui est stabilisation de notre région lombaire parce que c'est super, super important. Donc, le transverse de l'abdomen, c'est la portion la plus profonde des abdominaux. Donc, l'origine va être aux faces internes des cartilages costaux 7 à 12, le fascia thoracolombaire, la crête iliaque et le tiers latéral du ligament inguinal. L'insertion va être sur la ligne blanche via l'aponévrose, la crête pubienne et le pecten pubis via le tendon conjoint. Puis, ça va être innervé par la même chose que les autres, mais par contre, ça va servir seulement à comprimer et soutenir les viscères, puis comme je vous disais, un rôle de stabilisateur. Donc, ici, on peut voir les abdominaux en couche. Donc, le plus superficiel qui serait notre grand droit. Ensuite, on aurait les obliques externes. Ensuite, si on coupe au travers de ça, on a les obliques internes ici, puis le transverse de l'abdomen qui est le plus profond. Le dernier muscle pour la région, donc c'est le pyramidal. Donc, ce petit muscle-là va être en origine au corps du pubis, en avant du grand droit de l'abdomen. Il va venir s'insérer sur la ligne blanche. Il est innervé par le nerf ilio-hypogastrique, puis il va être un tenseur de la ligne blanche, donc pour garder la ligne sous tension, tout simplement. Donc voilà.